L'astrologie s'est toujours intéressée à la mort. Non pas pour la prédire avec certitude, elle ne le prétend pas, mais pour en lire les conditions de possibilité dans un thème natal. Depuis l'Antiquité grecque jusqu'aux astrologues arabes médiévaux, en passant par la Renaissance européenne, la question de la mort a été au cœur des techniques les plus élaborées de la tradition. Aujourd'hui, nous allons étudier le thème astral de Claude François, chanteur adulé, disparu le 11 mars 1978 à 39 ans, électrocuté dans sa baignoire. Nous allons regarder ce thème sous un angle particulier, celui de sa mort. Non pas pour morbide fascination, mais parce que c'est précisément dans les circonstances d'une fin que les techniques prédictives de l'astrologie ancienne révèlent toute leur profondeur. Ce que nous allons faire n'est pas de la divination, c'est une analyse rétrospective. Nous connaissons la date, l'heure et les circonstances de sa mort. Nous allons simplement vérifier si le thème natal et les techniques prédictives traditionnelles permettent de lire cet événement dans les symboles planétaires. Une question tout de même. Si Claude François était venu nous consulter, aurions-nous pu lui prédire la date de sa mort ? Probablement pas. Ou peut-être que oui, avec beaucoup de travail et du temps. D'aucuns prétendront qu'après coup, on trouve toujours ce qu'on cherche. Laissez-nous vous exposer notre démonstration. Vous jugerez ensuite. En tout état de cause, voici notre version. Entrons maintenant dans le thème. Le 1er février 1939, à 6h05 du matin, à Ismaïlia en Égypte, un enfant vient au monde sous un ciel particulier. Claude, Antoine, Marie, François. Un ciel qui, pour qui sait le lire, raconte déjà une histoire. Pas celle du chanteur qu'il deviendra, pas celle des scènes illuminées ni des foules en délire. Une autre histoire, plus silencieuse, inscrite dans la géométrie des planètes comme une signature que personne ne remarquera, jusqu'au bout. L'ascendant est à 29 degrés du Capricorne. Un seul degré avant la bascule vers le Verseau. Dans la tradition astrologique, ce 29e degré porte un nom, le degré anarétique, le degré qui tue. Non pas qu'il condamne mécaniquement, mais il dit quelque chose d'essentiel sur la nature du corps qui naît sous lui. Une tension permanente vers l'achèvement, vers la sortie, comme si le système vital était toujours au bord de sa propre limite. Claude François naît au seuil. Il vivra au seuil. Il mourra au seuil. Mais ce n'est pas tout. Mercure, la planète de la communication, de la rapidité, de l'intellect, est le maître de la maison 8. La maison de la mort, des transformations radicales, des crises. Et ce Mercure, maître de la maison 8, est conjoint à l'ascendant, à la minute d'arc près. Conjoint partile, dit-on en astrologie, c'est-à-dire fusionné, indissociable. La mort n'est pas une menace extérieure dans ce thème. Elle est soudée au corps lui-même, à la persona, à l'identité de surface. Claude François ne portera pas la mort comme une ombre derrière lui. Il la portera en lui, collée à sa peau, depuis le premier souffle. En face, à l'exact opposé de cet axe ascendant Mercure, se tient Pluton, le destructeur, le dieu des enfers dans la mythologie planétaire. Pluton en maison 7, la maison de l'autre, de l'environnement immédiat, de ce qui vient d'en face. Il regarde Mercure et l'ascendant droit dans les yeux, à 180 degrés, sans détour. Ce que cela dit est simple et brutal. La destruction viendra de l'environnement immédiat, de la sphère du quotidien, de chez lui. Puis il y a Neptune. Neptune en Vierge, en maison 8. Neptune est la planète de la dissolution, de l'eau, de ce qui efface les contours. En maison 8, la maison de la mort, il est le significateur le plus direct d'une mort par l'eau, par dissolution, par ce qui noie et qui fond. Et Neptune en Vierge est en exil. C'est le signe opposé à son domicile des Poissons. Une planète en exil est une planète mal à l'aise, sans ressources propres, incapable de sublimer sa nature. Neptune en exil en maison 8 ne peut pas adoucir ce qu'il représente. Il est là, brut,
dans toute sa puissance dissolvante. Au sommet du thème, en maison 10, la maison du destin public, de la carrière, de ce qu'on laisse dans le monde, se trouve Mars. Mars en Sagittaire à 1,41°, ambulaire. Mars, c'est l'action immédiate, l'impulsion, le geste qui précède la pensée. En maison 10, il dit que la trajectoire publique de Claude François sera martienne, énergique, excessive, compulsive. En Sagittaire, Mars prend une dimension supplémentaire. L'excès devient idéal, la combativité devient croisade. L'énergie se transforme en quête sans limite. Le Sagittaire, c'est aussi l'étranger, le grand large, la mission qui dépasse les frontières. Claude François naît en Égypte, qui conquiert la France, qui rêve de l'Amérique. Ce Mars en Sagittaire en maison 10 dit tout cela. Et Mars est le maître du milieu du ciel en Scorpion. C'est lui qui tient les rênes du destin public de ce thème. Et puis il y a cette configuration que les astrologues contemporains appellent un carré en T. Vénus en Sagittaire en maison 11 est opposée à la Lune en Gémeaux en maison 5. Deux planètes en tension permanente, se regardant de part et d'autre du zodiaque. Et toutes les deux forment un carré, un angle de 90 degrés, l'angle de la friction, du conflit, avec Neptune en maison 8. Dans un carré en T, la planète au sommet, la planète apex, est le point de décharge de toute la tension. Toute la pression affective de l'opposition Vénus-Lune, les amours tumultueuses, le besoin compulsif d'être aimé du public, l'instabilité émotionnelle, se déverse vers Neptune en maison 8, vers la dissolution. La maison de la mort, des crises et des transformations n'est pas dormante dans ce thème. Elle est structurellement alimentée, constamment sous pression, comme une cocotte minute dont personne ne relâche jamais la vapeur. Il faut comprendre ce que représente la Lune dans la tradition ancienne pour mesurer la portée de ce carré en T. La Lune n'est pas seulement un astre des émotions. Elle est, pour les astrologues hellénistiques et médiévaux, le significateur du corps physique dans sa dimension périssable. La chair, ce qui change, décline et finit par céder. Quand la Lune est sous pression dans un thème natal, c'est le corps lui-même qui est vulnérable. Et ici, la Lune est le bras d'une configuration qui se décharge vers Neptune en maison 8. La dissolution, l'eau, la mort. Voilà ce que le ciel du 1er février 1939 avait écrit. Tout est déjà là. Le 11 mars 1978. Paris, 16e arrondissement, boulevard Exelmans. Il est 14h45. Claude François vient de raccrocher le téléphone. On l'attend au studio pour l'émission de Michel Drucker. Il est en retard. Il prend un bain. Dans la salle de bain, il remarque que l'applique électrique murale au-dessus de la baignoire est de travers. Il tend les mains vers l'applique. Les fils sont dénudés. Ses doigts restent collés au cuivre. Il s'effondre et meurt quelques minutes plus tard. En général, la première chose qu'un astrologue fait face à une mort est de regarder les transits du jour, les positions des planètes dans le ciel à ce moment précis, comparées au thème natal. C'est le réflexe naturel, la première couche d'investigation. Et c'est là que cette histoire commence à devenir surprenante. Parce que les transits du 11 mars 1978 ne sont pas exceptionnels. Pas de planète lente sur l'ascendant natal, pas de Saturne écrasant le Soleil, pas de configuration qui, prise seule, permettrait à un astrologue de pointer ce jour et de dire « Voilà, c'est là que tout s'arrête ». Il y a bien un élément frappant. Uranus, la planète de l'électricité, de la rupture soudaine et irréversible, est en transit conjoint au milieu du ciel natal, et au nœud nord en Scorpion, ce point de destin karmique posé dans le signe des crises, des tensions, des transformations. Uranus sur le milieu du ciel natal dit une rupture publique, soudaine, définitive dans la trajectoire de vie. Et Uranus en Scorpion
ajoute une coloration de crise indéniable. Par ailleurs, cette conjonction Uranus transit milieu du ciel natal crée simultanément une opposition avec Uranus natal en Taureau en maison 3, la fameuse opposition Uranus-Uranus, ce retournement de milieu de vie qui survient autour de la quarantaine et qui tombe ici exactement sur l'axe fond du ciel, milieu du ciel, les deux points les plus sensibles du thème. Mais Uranus conjoint au milieu du ciel ne suffit pas à prédire une mort par électrocution. Cette position peut signifier une rupture de carrière, un changement radical de vie publique, une révélation soudaine. Ce transit seul ne condamne personne. Mars de transit est en Cancer, en chute, affaibli, sans ressources, en maison 6. Il forme un sextile à Neptune natal en maison 8. Un sextile entre deux planètes dégradées dans leur dignité essentielle. Un sextile est l'aspect de l'opportunité. Mais une opportunité entre une planète en chute et une planète en exil, c'est une opportunité de s'enfoncer davantage. Ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas non plus le type de configuration qui fait trembler un astrologue. Mercure et Vénus de transit forment des trigones à Mars et Pluton natal, des aspects harmonieux vers les planètes de l'action et de la destruction. Facilitateurs peut-être, mais pas mortels en eux-mêmes. Alors que s'est-il passé ? Pourquoi ce jour et pas un autre ? Pourquoi 14h45 boulevard Exelmans et pas une autre adresse, une autre heure, une autre année ? La réponse n'est pas dans les transits seuls. Elle est dans les couches plus profondes du thème, celles que les astrologues consultent quand la surface ne suffit pas. Et c'est là que la démonstration va commencer à prendre une toute autre dimension. En astrologie traditionnelle, il existe une technique d'une élégance redoutable dans sa simplicité. Les profections annuelles. Chaque année de vie, on avance de 30 degrés dans le zodiaque, depuis l'ascendant natal, un signe par an, une maison par an, un cycle de 12 ans qui se répète tout au long de la vie. La maison ainsi activée désigne les thématiques dominantes de l'année. Et surtout, son maître, la planète qui gouverne ce signe, devient le seigneur de l'année. La planète clé. Celle dont tous les mouvements, dans tous les systèmes techniques, vont résonner avec une intensité particulière pendant les 12 mois concernés. Mais avant de calculer, un point de méthode s'impose. Les profections sont une technique hellénistique. Elles datent de l'Antiquité grecque, bien avant l'invention des systèmes de maisons complexes comme Placidus. Pour les pratiquer dans leur forme originelle, tels qu'Abou Machar, Vétus Valens et les grands astrologues de l'Antiquité la pratiquaient, on doit basculer sur le système des signes entiers. Dans ce système, chaque maison correspond exactement à un signe de 30 degrés. Pas de cuspide variable, pas de calcul d'obliquité. Un signe, une maison. C'est dans ce cadre que la profection prend tout son sens et toute sa précision. Claude François a 39 ans révolus depuis le 1er février 1978. On compte depuis le signe ascendant, le Capricorne, un signe par année. À 36 ans, retour au Capricorne, début d'un nouveau cycle. À 37 ans, le Verseau. À 38 ans, les Poissons. À 39 ans, le Bélier. La maison 4 est activée. La maison du foyer, des racines, de l'espace privé et intime. Dans la tradition, cela signifie que les événements les plus significatifs de l'année auront un lien avec le foyer. Ils s'y dérouleront ou en seront indissociables. C'est dans son propre appartement que Claude François mourra. La profection avait déjà dit l'endroit. Il faut s'arrêter un instant sur ce 29 degré 11 du Poisson où tombe l'ascendant profecté. Ce degré n'est pas anodin. Il est anarétique,
ce degré de tension extrême vers l'achèvement et la sortie que nous avons déjà rencontré à l'ascendant natal. Et ce n'est pas une coïncidence. Puisque l'ascendant natal est à 29 degrés 11 du Capricorne, chaque profection annuelle tombe invariablement sur le 29e degré du signe concerné. Toute sa vie, Claude François a vécu des années professionnelles sous le signe de ce degré difficile. Ce degré qui dit, dans chaque signe qu'il traverse, que quelque chose est au bout de sa course. À 39 ans, c'est la maison 4, le Bélier, qui est activée. Et le Bélier a pour maître Mars. Mars devient donc le seigneur de l'année. Et la profection active l'intégralité du signe du Bélier, 30 degrés complets. Or, à 13 degrés 16 du Bélier, se trouve Saturne natal. Saturne, la grande maléfique de secte dans un thème nocturne, en chute dans ce signe qui n'est pas le sien, sans dignité essentielle, sans ressources pour tempérer sa nature mortifère. La profection l'englobe et l'active pour toute l'année. Maintenant, regardons ce que Mars, seigneur de l'année, fait concrètement. En transit le jour du décès de Claude François, Mars est en Cancer, son signe de chute. Une planète en chute est une planète affaiblie, qui agit à contre-courant de sa nature, qui déclenche sans pouvoir contrôler, qui met en mouvement des forces qui lui échappent. Ce Mars en chute forme un sextile à Neptune natal en exil en maison 8. Deux planètes sans dignité essentielle qui s'ouvrent une porte l'une à l'autre. Le seigneur de l'année active le significateur de mort par l'eau, logé dans la maison de la mort et des transformations. Mais il y a encore autre chose. Mars est le maître traditionnel du Scorpion, le signe du milieu du ciel natal et du nœud nord. Ce nœud nord en Scorpion au milieu du ciel que transite Uranus précisément ce jour-là. Mars, seigneur de l'année, relie ainsi deux réalités simultanées. Le transit Uranus milieu du ciel nœud nord d'un côté et Neptune en maison 8 de l'autre. Il est le pont entre l'électricité et la dissolution, entre Uranus et Neptune, entre le courant électrique et l'eau. Ce que les profections révèlent ici n'est pas une technique isolée qui pointe vers la mort. C'est un mécanisme de validation croisée. La profection active la maison du foyer où la mort surviendra, désigne Mars comme seigneur de l'année et englobe Saturne, grande maléfique de secte, dans son champ d'activation. Le mécanisme est en place. Il ne manque plus que le contexte annuel pour lui donner son cadre. Chaque année, le Soleil revient exactement au degré qu'il occupait au moment de la naissance. Cet instant précis, appelé révolution solaire, permet de dresser un thème pour l'année à venir. Un thème qui ne remplace pas le natal, mais qui le colore, qui dit dans quelle direction l'année va pousser, quelles maisons vont s'animer, quelles planètes vont prendre le devant de la scène. Le 31 janvier 1978, à 16h24, à Paris, où réside Claude François, le Soleil revient à sa position natale. La révolution solaire de ses 39 ans s'ouvre. Et ce thème annuel est d'une violence symbolique rare. Le premier élément qui frappe est l'ascendant de la révolution solaire. Il se lève à 27 degrés du Cancer et tombe exactement sur Pluton natal. L'année s'ouvre avec le destructeur radical posé sur le point de vie annuel. Dès le premier instant de cette nouvelle année solaire, Pluton est là, à l'ascendant, comme un gardien du seuil qui annonce la couleur sans détour. Mais ce n'est pas tout. Mars de la révolution solaire est lui aussi conjoint à cet ascendant. Mars en Cancer, en chute nous l'avons dit, se superpose à Pluton natal et à l'ascendant de la révolution solaire. La triade est formée. Mars en chute, Pluton natal, point de vie annuel, fusionnés en un seul degré. Et cette triade regarde en face,
à 180 degrés, Mercure natal conjoint à l'ascendant natal, le maître de la maison 8, la mort, les transformations, et l'ascendant, le corps propre. L'opposition est frontale, directe, sans médiation. Le seigneur de l'année en chute, amplifié par Pluton, pointe son doigt vers ce qui représente la mort et les transformations dans le thème. Mercure de la révolution solaire, lui, revient à sa position natale. Exactement. Le maître de la maison 8 retourne à son degré natal, comme s'il venait signer ce qu'il avait inscrit à la naissance. Comme si la boucle se refermait. Comme si la planète de mort revenait pointer l'endroit exact où elle avait toujours dit ce qu'elle avait à dire. Uranus de la révolution solaire est sur le milieu du ciel natal. Encore lui. L'électricité sur le point de destin public. Ce que le transit du 11 mars nous montrait, la révolution solaire l'avait installé comme thématique de toute l'année. Jupiter de la révolution solaire est conjoint à la lune natale. Jupiter est conjoint au maître de l'ascendant de la révolution solaire, Cancer, dont le maître est la lune. Jupiter revient donc se poser sur sa propre maîtresse, l'amplifiant, la gonflant de son excès naturel. Et la lune natale, nous le savons déjà, est l'un des deux bras du carré en T avec Neptune en maison 8. Jupiter conjoint à la lune natale active le carré en T pour toute l'année. Et comme nous le verrons plus tard, la part de mort subite tombe quasi partile sur cette même lune natale. Alors Jupiter, en venant s'y poser, amplifie aussi la part de mort. L'excès jupitérien au service de la thématique mortelle. La cuspide de la maison 8 de la révolution solaire tombe en maison 1 natale, non loin du soleil natal. La maison de la mort de l'année envahit littéralement la maison de la vie et du corps. Les deux espaces se confondent, se superposent, perdent leurs frontières naturelles. Mais l'élément le plus saisissant de cette révolution solaire est peut-être le plus simple à voir. L'ascendant de la révolution solaire est sur le descendant natal. Le descendant de la révolution solaire est sur l'ascendant natal. L'axe est complètement retourné. Ce qui était dedans est dehors, ce qui était dehors est dedans. Dans toutes les traditions symboliques, le retournement absolu est l'image même de la mort, le monde à l'envers, le seuil franchi dans l'autre sens. Cette révolution solaire avait placé Claude François, pour toute l'année, dans un thème où l'axe fondamental de son existence était inversé. L'année 1978 avait été configurée pour être une année de retournement radical. Pas nécessairement la mort, une révolution solaire ne condamne pas à elle seule. Mais le cadre était posé. L'atmosphère était celle d'une année où les frontières entre la vie et ce qui vient après s'amincissent dangereusement. Il restait à voir comment les techniques plus précises allaient venir confirmer ou infirmer ce que ce ciel annuel avait esquissé. En astrologie traditionnelle, il existe une technique que l'on appelle les progressions secondaires ou directions secondaires. Son principe repose sur une correspondance symbolique entre le temps et le mouvement des planètes. Un jour après la naissance équivaut à une année de vie. Pour connaître l'état du ciel intérieur d'un individu à ses 39 ans, on regarde donc le ciel du 39e jour après sa naissance. Les planètes progressées se déplacent lentement, très lentement, comme si le thème natal se déroulait au ralenti, couche par couche, révélant progressivement ce que la vie va activer. Les directions secondaires ne racontent pas les événements extérieurs avec la brutalité des transits. Elles parlent d'un niveau plus profond, l'évolution intérieure, la maturation des thématiques natales, ce qui mûrit en silence avant d'éclater au grand jour. Deux éléments dominent les progressions secondaires de Claude François au 11 mars 1978, et leur lecture combinée est d'une cohérence bouleversante. Le premier concerne l'ascendant progressé et le soleil progressé. Tous deux se trouvent en Poisson, le signe de Neptune en astrologie moderne, le signe de Jupiter en astrologie traditionnelle. Et tous deux sont conjoints à Jupiter progressé.
Ce n'est pas un détail, c'est une concentration rare. Le corps progressé l'ascendant, la vitalité progressée le Soleil, et le grand bénéfique progressé Jupiter, tous réunis dans le signe qui gouverne la dissolution, l'eau, ce qui efface les contours. Jupiter progressé en Poisson amplifie tout ce qu'il touche. Et ce qu'il touche ici, c'est l'ascendant et le Soleil progressé simultanément, les deux indicateurs les plus fondamentaux de la vie et du corps. Et ce stellium progressé en Poisson, ascendant, Soleil, Jupiter, vient se placer en opposition exacte à Neptune natal en Vierge en maison 8. Il tombe sur le secteur vide du carré en T. En Poisson, le signe même de Neptune et de Jupiter, face à Neptune natal en maison 8. Le symbole se referme sur lui-même avec une précision que le hasard ne saurait expliquer. L'ascendant progressé, le Soleil progressé et Jupiter progressé réunis en Poisson déclenchent l'intégralité du carré en T depuis son propre point de résolution. Arrêtons-nous sur ce point. Neptune natal en maison 8 est l'apex du carré en T que nous connaissons depuis le début. Cette configuration où Vénus en Sagittaire et la Lune en Gémeaux s'affrontent en opposition, toutes deux en carré à Neptune qui reçoit et concentre toute leur tension. Dans un carré en T, le point opposé à l'apex, ce que les astrologues appellent le secteur vide, est le point de décharge de toute la configuration. C'est là que la tension cherche à se résoudre. C'est là que tout converge quand la pression devient insupportable. En venant occuper le secteur vide, le stellium progressé en Poisson déclenche l'intégralité du carré en T. Vénus, la Lune et Neptune en maison 8 entrent simultanément en résonance maximale. La cocotte minute que nous avions identifiée dans le natal, cette tension structurelle permanente qui se déchargeait vers la dissolution neptunienne, reçoit ce stellium progressé comme une étincelle dans un espace saturé en gaz. Le deuxième élément est Mars progressé. Et Mars n'est pas ici une planète comme les autres, c'est le seigneur de l'année profectionnelle. La profection annuelle l'avait désigné comme planète clé de cette année 1978, et les progressions secondaires nous montrent précisément ce que ce Mars fait depuis l'intérieur du thème. Il est conjoint au milieu du ciel progressé, et conjoint à Vénus natale. Mars au MC progressé, l'action impulsive, le geste martial, au sommet du destin. En venant se poser sur Vénus natale, il réveille l'une des deux planètes de l'opposition Vénus-Lune, et ce faisant, il se retrouve en opposition à la Lune natale à 26°46 des Gémeaux, l'autre planète de l'opposition. La Lune est blessée, touchée par le maléfique depuis le sommet du thème. Dans la tradition ancienne, frapper la Lune, c'est frapper le corps. Pas métaphoriquement, littéralement. Mars progressé en opposition à la Lune dit que le principe martial, impulsif, tranchant, agresse le réceptacle charnel du natif depuis le sommet de son destin. Les deux planètes de l'opposition sont frappées simultanément. Vénus par la conjonction de Mars, la Lune par son opposition. Le carré en T est entièrement activé. Mars progressé frappe les deux planètes de l'opposition Vénus-Lune, pendant que le stellium progressé en Poisson se place en opposition à Neptune apex en maison 8 depuis le secteur vide. Plus un seul point de la configuration n'est épargné. Mais Mars progressé ne s'arrête pas là. Conjoint au MC progressé, il est aussi en carré à Neptune natal en maison 8. Le seigneur de l'année, depuis le sommet du thème progressé, frappe directement l'apex neptunien de la maison des crises et transformations. Mars en carré à Neptune natal en maison 8. L'action violente et impulsive en friction directe avec la dissolution neptunienne. La profection avait désigné Mars. Les progressions secondaires nous montrent où il frappe. Ce que les progressions secondaires dessinent au 11 mars 1978 est donc ceci. Le carré en T natal est attaqué simultanément depuis 3 points différents. Le stellium progressé en Poisson occupe le secteur vide du carré en T et déclenche la totalité de la configuration depuis l'apex.
Mars progressé blesse la Lune et active l'opposition Vénus-Lune. Mars progressé est en carré direct à Neptune apex en maison 8. Les progressions secondaires ne donnent pas la date d'un événement. Elles donnent quelque chose de plus profond, l'état de saturation intérieure d'un thème à un moment donné. Elles ne travaillent pas dans la brutalité du transit, ni dans la précision chirurgicale de l'arc solaire. Elles montrent un processus qui a mûri lentement, qui s'est installé progressivement, qui a atteint son point de tension maximale précisément en ce début d'année 1978. Le thème natal de Claude François a atteint, par ce lent travail intérieur, un point où chacune de ses vulnérabilités les plus profondes était simultanément sous pression maximale. Il ne manquait plus qu'une étincelle extérieure pour que tout s'embrase. Et quelque chose a cédé. Le 11 mars 1978, à 14h45. Les directions symboliques, que l'on appelle aussi arcs solaires, reposent sur un principe différent des progressions secondaires. Ici, toutes les planètes du thème natal avancent du même arc, celui parcouru par le Soleil secondaire depuis la naissance. Un mouvement uniforme, collectif, qui déplace l'ensemble du thème comme un seul bloc dans le zodiaque. Là où les progressions secondaires montrent les planètes évoluer à des vitesses différentes, les directions symboliques font avancer tout le thème à l'unisson, comme si le temps appuyait simultanément sur tous les points sensibles à la fois. Et c'est précisément là que réside leur force démonstrative dans le cas de Claude François. Parce que ce que les directions symboliques montrent au 11 mars 1978 n'est pas un point sensible activé, ni 2, ni 3. C'est l'ensemble de l'architecture natale qui entre en résonance simultanément. Tous les points de vulnérabilité identifiés dans le thème natal sont touchés en même temps. Comme si le thème avait attendu ce moment précis pour se refermer sur lui-même. Commençons par ce qui est peut-être l'élément le plus élégant de toute cette analyse. Le Soleil en direction symbolique s'est déplacé en Poisson, le signe de l'eau, de la dissolution, le signe de Neptune. Et il vient se placer à l'exact opposé de Neptune natal en Vierge en maison 8. Sur le secteur vide du carré en T, ce même point que le stellium progressé venait d'occuper dans les directions secondaires. Deux techniques différentes, deux logiques différentes, et le même degré désigné. Le Soleil dirigé ne fait pas qu'activer Neptune, il canalise vers lui l'intégralité de la charge vitale et affective du carré en T. Mercure et l'ascendant, séparés de quelques minutes d'arc à la naissance, arrivent ensemble sur Jupiter natal à 7 degrés 6 du Poisson. Au natal, Mercure est le maître de la maison 8. Il est le principe de mort dans ce thème, soudé au corps depuis la naissance. Jupiter en Poisson est dans son domicile traditionnel, le Jupiter le plus puissant qui soit, expansif, excessif, incapable de modération. Et Jupiter natal est en opposition parfaite à Pluton dirigé, qui en arc solaire est posé exactement sur la cuspide de la maison 8 natale. Pluton, rappelons-le, est par analogie la planète des crises radicales, des transformations irréversibles et de la mort. Son entrée en maison 8 par direction symbolique n'est pas une nuance, c'est une sentence. Ce que les directions symboliques ont donc accompli est d'une précision redoutable. L'ascendant et Mercure dirigés, le corps et le maître d'une maison funeste, sont venus se poser ensemble sur Jupiter, planète d'amplification et d'excès, qui se trouve être en opposition directe à Pluton dirigé, entrant en maison 8. Jupiter reçoit le corps et le maître de mort, les amplifie démesurément, et les projette en opposition vers Pluton, qui franchit le seuil de la maison de la mort. Le circuit est complet. Ascendant Mercure dirigé vers Jupiter amplificateur, vers opposition vers Pluton entrant en maison 8. Le milieu du ciel en direction symbolique est conjoint à Vénus natale, et le fond du ciel dirigé est conjoint à la Lune natale à 26 degrés 46 des Gémeaux. L'axe milieu du ciel, fond du ciel directionnel vient se superposer exactement à l'opposition Vénus-Lune,
D'un seul mouvement, il active l'intégralité de ce bras du carré en T. Le milieu du ciel dirigé sur Vénus, le fond du ciel dirigé sur la Lune, les deux extrémités de l'opposition touchées simultanément par les angles du destin. Et toute cette énergie, comme toujours dans ce thème, se décharge vers Neptune apex en maison 8. Les angles dirigés ne font pas qu'encadrer le carré en T, ils l'arment. Uranus en direction symbolique est conjoint à la Lune natale et en carré à Neptune natale en maison 8. La planète de l'électricité vient frapper précisément le bras lunaire du carré en T, et depuis ce point, elle frappe Neptune en maison 8 par le carré, l'angle de la friction directe, du conflit sans issue. Et frapper la Lune, dans le langage de la tradition ancienne, c'est atteindre le corps dans sa réalité la plus concrète et la plus vulnérable, la chair elle-même, ce qui conduit et qui ressent. Uranus dirigé ne symbolise pas abstraitement l'électricité. Il la dépose sur la Lune, sur le corps. Le courant a trouvé sa cible. La chaîne symbolique est d'une clarté absolue. Uranus dirigé active la Lune natale, qui est en carré à Neptune natale en maison 8. L'électricité Uranus, le corps la Lune, et l'eau Neptune. Uranus ne fait pas irruption depuis l'extérieur. Il emprunte le couloir que le natal avait construit pour lui depuis la naissance. Et puis il y a Mars dirigé en Capricorne en maison 12, en carré à Saturne natal en Bélier. Deux maléfiques l'un contre l'autre, et dans leurs pires conditions respectives. Saturne est en chute en Bélier, sans dignité, sans ressources. Et Saturne est le maître de l'ascendant Capricorne, le gouverneur du thème, la planète qui tient le tout. Mars dirigé, activé par la profection annuelle comme seigneur de l'année, vient le frapper par le carré depuis la maison 12, la maison des ennemis cachés, des épreuves invisibles, de ce qui agit dans l'ombre. Mars en maison 12 ne frappe pas à découvert. Il agit depuis l'obscurité, par surprise, sans prévenir. Le seigneur de l'année en carré au gouverneur du thème, depuis la maison des ennemis cachés, c'est la structure même de ce qui va se passer boulevard Exelmans. Une action impulsive dans un espace privé, un ennemi invisible sous la forme d'un courant électrique, une mort que personne n'a vu venir. Et puis il y a Pluton dirigé sur la cuspide de la maison 8. Pluton ne rôde plus aux abords de la maison de la mort, il en franchit le seuil. En direction symbolique, ce mouvement dit que le principe de destruction radicale est passé de la menace à l'accomplissement. Il entre. La porte de la maison 8 s'ouvre de l'intérieur. Ce que les directions symboliques accomplissent que nulle autre technique n'avait fait avec cette netteté, c'est la simultanéité. Les transits activaient un point. Les profections désignaient deux planètes. La révolution solaire colorait l'année. Les progressions secondaires montraient une pression qui mûrissait lentement. Mais les directions symboliques activent tout en même temps. Le carré en T par son point vide, par ses deux bras, par ses deux angles. Pluton franchit le seuil de la maison 8. Jupiter amplifie le maître de mort et le projette vers Pluton. Uranus frappe la Lune et carré Neptune en maison 8. Mars dirigé frappe Saturne, gouverneur du thème, depuis la maison des ennemis cachés. Il n'y a plus un fil sous tension. C'est l'ensemble du réseau qui est traversé par le courant. Nous voilà au terme de la démonstration technique. Ou plutôt, nous voilà à sa confirmation la plus inattendue. Pour confirmer, si toutefois c'était encore nécessaire après l'évidence de ce que nous venons de montrer, nous allons maintenant utiliser les parts arabes, aussi appelées lots hellénistiques. Ce ne sont pas des techniques modernes. Elles remontent à l'Antiquité grecque, ont été transmises par les astrologues arabes médiévaux, développées par des auteurs séparés parfois par plusieurs siècles, la tradition hermétique d'abord, attribuée à Hermès Trismégiste,
personnage mythique ou réel selon les historiens, dont le nom recouvre un corpus de textes ésotériques égyptiens et grecs d'une antiquité incertaine mais indéniable. Puis, Firmicus Maternus au IVe siècle, Héphaïstion de Thèbes, Abou Machar au IXe siècle, Guido Bonatti au XIIIe siècle. Des hommes, ou des traditions, qui ne se sont jamais rencontrés, qui ont travaillé dans des contextes culturels radicalement différents et qui ont chacun développé leur propre formule pour localiser dans le thème natal le point symbolique de la mort. Cette formule, cette tradition, appliquée au thème de Claude François. Et ce qui en résulte est peut-être la chose la plus troublante de toute cette analyse. Une part arabe se calcule simplement. On mesure la distance entre deux planètes et on reporte cette distance depuis l'ascendant. Le résultat est un point dans le zodiaque, invisible dans le ciel, mais présent dans le thème, porteur d'une signification précise. Pour un thème nocturne comme celui de Claude François, le soleil étant sous l'horizon à sa naissance, les formules sont habituellement inversées par rapport au thème diurne. C'est la règle de la secte. Ce qui s'additionne le jour se soustrait la nuit, et réciproquement. Mais les parts de mort font exception à cette règle. La tradition considère que la mort ne distingue pas entre thème diurne et nocturne. Elle est universelle, indifférente à la lumière ou à l'obscurité sous laquelle on est né. La formule reste donc identique, quel que soit le thème. Ce qui signifie concrètement que nos calculs auraient donné exactement les mêmes résultats si Claude François était né en plein jour. La mort, dans la tradition astrologique millénaire, échappe à la secte. Elle est au-delà. La première et la plus ancienne est la part de mort principale, formulée par Hermès et reprise par Firmicus Maternus, se calcule ainsi pour un thème nocturne. Ascendant plus Lune moins Saturne. 299 degrés 11 plus 86 degrés 46 moins 13 degrés 16 égale 12 degrés 41 du Bélier. Mais avant d'aller plus loin, un point fondamental. Comme nous venons de l'évoquer, le thème de Claude François est un thème nocturne. Le soleil est sous l'horizon à sa naissance. Or, dans la tradition astrologique, la notion de secte divise les planètes en deux camps, les planètes diurnes et les planètes nocturnes. Dans un thème nocturne, c'est Saturne qui devient le grand maléfique par excellence, plus redoutable encore que Mars, plus froid, plus sec. Saturne n'est pas simplement une planète difficile dans ce thème, il en est la force la plus sombre, celle dont l'action est la moins tempérée, la moins négociable. Et Saturne est en chute en Bélier. Sans dignité essentielle, sans ressources pour adoucir quoi que ce soit de sa nature mortifère. La part de mort principale tombe sur ce Saturne à 35 minutes d'arc. La formule construite à partir de Saturne retombe sur Saturne lui-même. Le grand maléfique nocturne, en chute, se désigne comme point de mort avec une précision presque provocatrice. La deuxième est la part de mort violente, selon Abou Machar, ascendant plus Mars, moins Saturne, soit 17 degrés 36 de la Vierge. Ce degré est physiquement logé en maison 8 dans le système Placidus, et il se trouve dans le même signe que Neptune natal en exil, le significateur de mort par l'eau que nous connaissons depuis le début. La part de mort violente est dans la maison de la mort, dans le signe du dissolvant neptunien. Et à moins de 4 degrés de cette part se trouve la part de fortune, le destin corporel, la vitalité incarnée, ce qui nourrit l'existence concrète. Dans ce thème, la fortune est en maison 8, assombrie par sa proximité avec la part de mort violente. Ce qui faisait vivre Claude François et ce qui allait l'emporter occupaient le même territoire. La fortune placée en maison 8 devient son propre contraire. La troisième est la part de mort subite, ascendant plus Lune moins Mercure, maître de la maison 8. Résultat,
26,52 des Gémeaux. La lune natale est à 26,46 des Gémeaux. 6 minutes d'arc séparent la part de mort subite de la lune natale. 6 minutes, soit 1/10 de degré. Une conjonction quasi partile entre la part de la mort soudaine et le luminaire nocturne qui forme le carré en T avec Neptune en maison 8. Comme dit précédemment, la lune représente le corps dans l'astrologie ancienne. La quatrième est la part de péril, selon Héphaïstion de Thèbes. Ascendant plus Saturne moins Mercure, maître de la maison 8. Résultat, 13,22 du Bélier. Saturne natal est à 13,16 du Bélier. 6 minutes d'arc, à nouveau. Une deuxième formule, d'un auteur différent, du même siècle tardif de l'Antiquité, qui tombe sur Saturne natal à 6 minutes près. La cinquième est la part de nécessité, ou ananké, ce qui s'impose fatalement sans recours possible. Ascendant plus lune moins lune, maître de la maison 6. La lune étant maître de la maison 6 en Cancer, elle s'annule dans le calcul. Le résultat est l'ascendant lui-même, 29,11 du Capricorne. La part de ce qui est fatal et inévitable coïncide exactement avec le corps propre, avec la persona, avec le point de vie fondamental. La nécessité frappe le corps, à la minute près. La sixième est la part de mort cachée, selon Bonatti. Ascendant plus Saturne, maître de la maison 12, moins Mercure, maître de la maison 8. Résultat, 13,22 du Bélier, conjoint à Saturne à nouveau. Et la profection annuelle l'avait précisément englobé et activé dans son champ de 30 degrés. Saturne était la planète de l'année, sans même être le seigneur de l'année. La technique hellénistique des profections et les formules millénaires des parts arabes désignent le même point depuis deux directions opposées, séparées parfois par des siècles. Et elles tombent toutes sur ce même Saturne, maître de l'ascendant. La septième, enfin, est la part d'Abou Machar par distance. Une formule d'une logique différente, qui résonne non pas en soustraction algébrique, mais en distance parcourue. On mesure le chemin de la Lune jusqu'à la cuspide de la maison 8, on y ajoute le chemin parcouru par Saturne dans son propre signe depuis 0 degré, et on projette le tout depuis le début du signe de Saturne. Résultat, 25,40 des Gémeaux. La lune natale est à 26,46 des Gémeaux. 1 degré 6 minutes d'écart. Une troisième part qui converge vers la lune natale, ce point névralgique du carré en T. 7 formules issues de la tradition. Et elles convergent toutes vers les mêmes 3 ou 4 degrés natales. Saturne en exil en Bélier reçoit 3 parts à moins de 36 minutes d'arc. La Lune en Gémeaux reçoit 2 parts dans un rayon d'1 degré. L'ascendant reçoit la part de nécessité à la minute. Neptune en maison 8 reçoit la part de mort violente dans sa propre maison, qui est conjointe à la part de fortune en maison 8 dans un rayon de moins de 4 degrés. Ce n'est pas un résultat isolé qu'on pourrait attribuer au hasard d'un calcul. C'est une redondance systématique. 7 chemins différents qui aboutissent au même carrefour. Comme si la tradition astrologique millénaire, dans toute sa diversité et sa dispersion géographique et temporelle, avait développé indépendamment des formules qui pointent toutes vers les mêmes vulnérabilités fondamentales d'un thème natal. Pas vers n'importe quel degré, vers ceux que nous avons identifiés depuis le début. Saturne maléfique en exil,
la Lune bras du carré en T avec Neptune en maison 8, l'ascendant corps propre sous pression. Comme point d'orgue, Claude François est décédé un samedi, jour de Saturne. Revenons aux faits. Le samedi 11 mars 1978, Claude François se lève dans son appartement du boulevard Exelmans. Un électricien était venu le mardi précédent pour des problèmes électriques. Il n'avait pas pu accéder à la salle de bain pour ne pas réveiller le chanteur. Un nouveau rendez-vous avait été fixé au 13 mars. La mort est survenue le 11. Dans sa baignoire, il remarque que l'applique électrique murale est de travers. Ce détail de travers, cette imperfection dans son espace, est insupportable à l'homme qu'il est. Maniaque du détail, compulsif dans sa recherche de perfection. Il tend les mains vers l'applique. Les fils sont dénudés. Ses doigts restent collés au cuivre. Le courant passe. Toute la mécanique du thème astral s'enclenche. Neptune en maison 8, la part de mort violente en maison 8, le soleil dirigé en poisson sur le point vide du carré en T, Uranus conjoint en milieu de ciel en transit, Uranus conjoint Lune en direction symbolique, la part de mort conjoint à Saturne, activée par profection en maison 4. Neptune en maison 8, le symbole de la mort par l'eau, mais aussi de la mort trouble, incompréhensible, absurde, celle que personne ne peut vraiment expliquer. Un homme au sommet de sa gloire qui meurt en redressant une ampoule dans sa baignoire. C'est du Neptune en maison 8 pur. Chaque circonstance concrète de cette mort correspond terme à terme à un symbole planétaire identifié dans le thème natal, confirmé par 5 techniques dynamiques, validées par 7 formules issues de traditions millénaires. Pas une coïncidence. Pas deux. Une architecture complète où chaque pierre s'emboîte dans la suivante. Avant de conclure, 4 choses importantes à retenir. La première, en astrologie traditionnelle, rien ne peut arriver dans la vie d'un natif si ce n'est pas déjà inscrit dans son thème natal. Absolument rien. Les événements extérieurs ne font qu'actualiser ce qui était en puissance depuis la naissance. C'est ce que cette analyse démontre avec une clarté que nous n'avions pas anticipée nous-mêmes. La deuxième, pour prévoir, et non pas prédire, un événement, il faut croiser les techniques. Une seule ne suffit pas. C'est leur convergence qui fait la démonstration. Ici, 6 techniques indépendantes pointent vers le même événement. C'est cela qui est significatif. La troisième, on pourrait objecter que l'on peut faire dire ce que l'on veut à un thème astral dès lors qu'on le cherche a posteriori. C'est une objection légitime. Mais quand l'ensemble des données convergent, le natal, les transits, les profections, la révolution solaire, les progressions secondaires, les directions symboliques et 7 parts arabes issues de traditions séparées par des siècles, il devient difficile de parler de hasard ou de projection. La quatrième, cette étude ne doit surtout pas inciter à chercher une date de mort dans un thème astral. Ce serait une erreur, éthique d'abord, humaine ensuite. Ce que l'astrologie permet, c'est d'identifier des périodes de vulnérabilité, des thématiques dominantes, des tensions structurelles. Pas de désigner un jour sur un calendrier. Est-ce que l'astrologie prédit la mort ? La question reste ouverte. Est-ce que tout est déjà écrit ? Possible. Est-ce que tout est déjà écrit ? Probablement pas. Je ne savais même pas que j'allais faire cette étude il y a 2 jours. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Cela aide énormément au référencement de la chaîne.